Est-ce que au sein de l'équipe, on a un joueur plus clivant que Bruno Fernandes? Parce qu'on est tous d'accord pour dire que Diogo Dalot, faut s'en débarrasser. On est tous d'accord pour dire que Bryan Mbeumo, depuis qu'il est là, top recrue. Mais Bruno Fernandes, les gars, il y a vraiment deux clans à son sujet au sein de la fanbase. D'un côté, les pro-Bruno, qui te disent c'est le meilleur joueur du monde, il faut absolument le garder, sans lui l'équipe n'y arrivera pas. Et de l'autre, les anti-Bruno qui te disent c'est le pire joueur, il faut s'en débarrasser, c'est un vrai poison pour l'équipe. Alors j'ai envie de vous dire, il faut se calmer, parce que la vérité, elle est entre les deux. Et on va essayer d'apporter un peu de nuance, c'est pas tout blanc ou tout noir. On va essayer de prendre de la hauteur et analyser ensemble son début de saison parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, je te laisse t'abonner, liker, partager, commenter, bref, comme d'habitude. Mais avant de commencer en détail, je voulais juste revenir et m'arrêter sur cette stat que je trouve folle. Donc Bruno Fernandes, il a signé chez nous en janvier 2020. Et on peut le dire que c'est la meilleure recrue post-Sir Alex Ferguson. On va pas se mentir. Et depuis janvier 2020, club et sélection confondus, il aurait pu jouer 388 matchs. Il en a loupé que 17. Donc là, quand je vois ça, je me dis, le mec, c'est une machine. Hygiène de vie au top. Alors, je sais pas comment il vit, mais pour louper que 17 matchs sur 388, je pense que ton hygiène de vie, il n'y a rien à dire. Le mec super fiable, une machine de guerre. Et ensuite, pour enchaîner, donc depuis le début de saison, Bruno Fernandes, 2 buts, 3 passes décisives. Donc vous allez me dire, bah ouais, pour un milieu dans un double pivot, un milieu défensif, etc., et bah c'est vraiment pas mal. Et là, j'ai envie de vous dire oui, sauf que Bruno Fernandes, sur le double pivot, c'est que sur le papier. Parce que dans les faits, Bruno Fernandes, il évolue très rarement à ce poste de double pivot dans un milieu défensif. Parce que dans les faits, je vous ai pris la hitmap de Bruno Fernandes sur 2 matchs. D'abord, Brighton. J'ai comparé sa hitmap, donc son positionnement moyen sur le match, et je l'ai comparé à Baleba, qui lui est un vrai milieu défensif. Et ben on peut voir que Baleba, lui, sa zone d'influence, elle est vraiment centrée au milieu de terrain, dans le rond central. Bruno Fernandes, lui, sa hitmap et sa zone d'influence, eh ben, elle est un cran plus haut au niveau de Cunha Mbeumo. Donc là, déjà, on voit que Bruno Fernandes, c'est un joueur plutôt déséquilibrant, parce que sur le papier, il est dans le double pivot, mais sa zone d'influence, elle est quand même beaucoup plus haut. Contre Nottingham Forest, c'est pareil. Anderson, lui, sa zone d'influence, elle est derrière le rond central. Bruno Fernandes, elle est aussi bien devant que derrière le rond central. Donc on voit que c'est quand même un milieu de terrain qui dézone beaucoup, qui ne s'arrête pas et qui se contente pas à un travail devant sa défense, mais qui apporte beaucoup de danger offensivement. C'est pour ça qu'il a ces statistiques-là, et on va voir des statistiques beaucoup plus poussées pour qu'on se rende compte à quel point offensivement, eh ben on a encore, les gars, je vous le dis, on a encore une Bruno Fernandes dépendance. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on a une Bruno Fernandes dépendance offensivement, alors qu'on l'aligne dans un double pivot en théorie. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que mon angle d'analyse, il est sur le fait que Bruno Fernandes, on a 2 versions de lui. On a un Bruno Fernandes avec Casemiro et un Bruno Fernandes sans Casemiro. Parce que le facteur X, le joueur clé dans ce milieu de terrain, c'est Casemiro. Et il y a une stat, moi, qui me fait froid dans le dos, honnêtement, les gars, c'est qu'on a encaissé 19 buts depuis le début de saison, on en a encaissé 16 sans Casemiro, et seulement 3 avec Casemiro. Donc le joueur qui permet à Bruno Fernandes de briller offensivement sans avoir vraiment à s'inquiéter sur les tâches défensives, même si il faut qu'il fasse un peu plus de travail au niveau défensif, et ben c'est Casemiro. Et on le voit dans les matchs, parce que Bruno Fernandes déjà il ne sort jamais. Même quand il est pas bon, malheureusement, il faudrait peut-être le sortir un peu plus quand il est pas bon, parce qu'il a beaucoup de trous d'air parfois, il faudrait le sortir. Mais il sort jamais. Par contre, Casemiro, arrivé à la 70e, 65e, ça arrive qu'on le sorte, que Ruben Amorim le sorte. Et c'est dans ces moments-là qu'on subit le plus d'actions, dans ces moments-là que l'équipe perd en équilibre. Et d'ailleurs, ça me fait penser, là, il est en plein trêve international avec le Brésil, et Ancelotti qui dit Casemiro est le joueur le plus important et le plus équilibrant de l'équipe. Il a une science tactique et une discipline tactique de très 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 haut niveau. Il y a une équipe avec et une équipe sans Casemiro. Et à Manchester United, c'est exactement ça. Parce que tactiquement, autant Bruno Fernandes, il a un QI football, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui au monde. Mais l'intelligence tactique qu'il a, je trouve qu'elle laisse à désirer. Parce que beaucoup trop de fois, Bruno Fernandes se loupait sur des placements pour empêcher les relances, se louper sur des anticipations pour couper des trajectoires de passe, etc. Et ce qui nous coûtait pas mal d'incursions offensives adverses dans notre défense.
qui passait beaucoup dans son dos. Et quand il y a Casemiro, ça va parce qu'il arrive à colmater les brèches, mais quand c'est Kobe Mainoo à côté ou même Ugarte, et bah c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai voulu me concentrer pour appuyer sur ces propos-là, pour vous montrer à quel point il y a un décalage entre l'efficacité offensive et défensive de Bruno Fernandes. Et bah c'est sur ces statistiques-là. J'ai voulu comparer dans un premier temps un graphique avec, sur cet axe-là, les XG plus XA par 90 minutes. Donc en gros, les XG, vous savez ce que c'est, les expected goals, XA, expected assist. Donc en gros, tout le danger que Bruno Fernandes peut apporter. Et sur l'autre médiane, eh ben, j'ai voulu mettre en avant les passes vers le dernier tiers réussis par 90 minutes. Donc sa capacité à faire avancer le jeu, sa capacité à aller créer du danger dans le camp adverse. Bah, on peut voir quand même que Bruno Fernandes, il est seul sur sa planète en première ligue. C'est le meilleur milieu de terrain dans ce registre-là. Il est vraiment tout en haut. Celui qui peut le talonner à la limite, c'est Enzo Fernandez. Mais il est quand même encore assez loin, surtout au niveau des passes vers le dernier tiers réussi. Donc on voit que quand même, quand je parle de Bruno Fernandes dépendance, on est toujours aussi dépendant de lui dans la créativité et dans la capacité à mettre du danger vers le but adverse. Et j'ai pris quelques images, on va le voir par la suite. Bruno Fernandes, honnêtement, s'il n'est pas là aussi, offensivement, on a une équipe qui manque énormément d'idées. Ensuite, Casemiro, on peut voir que aussi c'est un joueur qui se porte beaucoup vers l'avant, parce que il marque quand même des buts depuis le début de saison, mais c'est pas vraiment là où il excelle le plus. A l'inverse, là j'ai fait un graphique qui montre plus en détail l'aspect défensif des deux. Donc sur le premier axe, j'ai mis les interceptions par 90 minutes et sur l'axe du bas, les duels défensifs gagnés par 90 minutes. Et on peut voir que Casemiro, il fait partie des meilleurs joueurs de Première Ligue dans ces registres-là. Il y a Granit Xhaka qui en termes d'interception est tout en haut. Il y a Ugarte, mais en termes de minutes jouées, c'est pas vraiment la même parce que Casemiro, il a quand même le double de minutes jouées. Donc c'est pas vraiment représentatif de la saison d'Ugarte. Donc on peut dire une chose, c'est que Casemiro, aujourd'hui, c'est le milieu défensif le plus complet. Parce qu'aujourd'hui, il y a Florentino de Burnley qui gagne beaucoup de duels, mais en termes d'interception, il est beaucoup plus bas que Casemiro. Casemiro, il est bon dans les deux aspects. Bruno Fernandes, en termes de duels défensifs, c'est un des pires milieux de Première Ligue. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas ce qu'on demande à Bruno Fernandes. Sauf que, il évolue quand même dans ce double pivot, et malheureusement pour lui, et malheureusement pour nous, le travail défensif, c'est obligatoire qu'il le fasse aussi. Parce qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, on a encaissé 18 buts depuis le début de saison. C'est énorme. On ne peut pas tout remettre sur les défenseurs. Le souci vient aussi de notre capacité à stopper les actions et à être agressif dans les duels. Et Bruno Fernandes, malheureusement, nous coûte beaucoup de points là-dessus. On peut me dire, oui, il compense par sa capacité offensive, mais pas tellement, parce que Bruno Fernandes, il y a aussi quand même pas mal de déchets dans le dernier tiers en termes de passes réussies. Je ne vais pas vous mettre la stat exacte, mais en termes de passes réussies, le pourcentage est quand même assez faible. Donc offensivement, oui, il apporte beaucoup de danger, mais il y a aussi beaucoup de déchets. Et défensivement, son travail est beaucoup trop insuffisant. Et j'en ai pas fini parce que au niveau des stats, regardez, il est premier partout dans l'aspect créativité et danger offensif. Passe progressive, il est premier. Passe décisive, il est premier. Passe décisive attendue, premier. XG plus XA, premier. Et ensuite, plus on descend, en termes de tir, il est deuxième. Et plus on descend, et là on va arriver vers les travaux défensifs. Tacle glissé, ajusté à la possession, 23e. Duel offensif, 22e. Duel défensif, 30e. Duel défensif gagné en pourcentage, 42e. Donc on peut dire vraiment que Bruno Fernandes apporte beaucoup de déséquilibre à cette équipe. Parce que, malheureusement, sans Casemiro, pour colmater les brèches, pour essayer de gommer ses imperfections, pour essayer de rattraper un peu les erreurs de placement de Bruno Fernandes et sa fougue, parce que c'est un joueur qui est assez fougueux, qui monte beaucoup, on va le voir par la suite, et sans Casemiro, c'est beaucoup trop compliqué, et c'est à ces moments-là qu'on encaisse beaucoup de buts. Et pour terminer, j'ai juste voulu m'amuser pour le comparer à d'autres milieux de terrain. On peut voir que là où il excelle le plus, c'est dans la créativité et l'aspect offensif. Les passes en avant, les passes clés, les passes progressives. Mais dès qu'on met en avant les pourcentages de duels, il est avant-dernier, les gars. Avant-dernier. Loin derrière Caicedo, loin derrière Zubimendi, Xhaka, Anderson qui est devant aussi, même Szoboszlai qui est un peu devant par rapport à lui. Donc, Bruno Fernandes, c'est vrai qu'aujourd'hui,
Je comprends qu'il soit clivant, je comprends. Parce que même parfois dans l'attitude, ça laisse à désirer. Il y a vraiment des matchs où il a énormes trous d'air. Mais c'est triste ce que je vais dire, parce que quand on a fait ses recrues pendant le mercato dernier, on espérait, en tout cas on se disait, bah on allait peut-être sortir de cette Bruno dépendance. Et finalement les gars, pas du tout. Et pour terminer cette vidéo, je vous mets en avant quelques images sur le match de Brighton et Nottingham Forest, qui montrent un petit peu tout ce que je vous ai dit, tout simplement. Là on voit que sur cette action-là, déjà il est en retard sur le repli défensif. Il laisse dans son dos, encore une fois, beaucoup d'espace. Il est même derrière, et ça c'est encore plus choquant, derrière la ligne Mbeumo et Cunha. Ça me pose problème, je vous avoue les gars, parce que ça oblige déjà à tes joueurs les plus offensifs à revenir très rapidement en reculant, en défendant, en reculant. Et ça c'est vraiment très mauvais. Et t'obliges Casemiro, qui n'a plus les jambes, honnêtement, pour faire ces gros efforts, pour venir colmater des brèches énormes, tu l'obliges à faire ce déplacement-là. Donc heureusement que ça ne va pas donner but ni quoi que ce soit. Mais déjà, on a un aperçu du déséquilibre que Bruno Fernandes peut apporter. Par contre, offensivement, il n'y a rien à dire. Sur ce même match, il nous a mis tellement d'actions, tellement de frappes, tellement de passes qui auraient pu se transformer en passes décisives. Là, on le voit, c'est lui qui est limite en dernier attaquant. Hein, c'est lui qui met cette frappe-là. Là, encore une fois, alors pourquoi j'ai mis cette action-là ? Là, on voit effectivement que Bruno Fernandes, encore une fois, il est devant Bryan Mbeumo et Matheus Cunha. Moi, ça me dérange, les gars. Je vous avoue que ça me dérange parce que tes joueurs les plus offensifs, c'est censé être Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Sesco. Et toi, Bruno Fernandes est censé apporter du soutien juste derrière eux pour les lancer, etc. Et trop souvent, il est devant eux. Et encore une fois, regardez, c'est Casemiro qui vient essayer de se placer entre les deux joueurs de Brighton, dans l'intervalle, etc., pour essayer de colmater un petit peu les brèches. Mais moi, ça me pose énormément de problèmes, le fait qu'il surexpose Manchester United au milieu de terrain et qu'il se projette beaucoup trop. Par contre, dans le pressing, il nous rend des services, notamment contre le match contre Brighton, moins contre Nottingham Forest, etc., moins contre Tottenham, parce que j'avais l'impression aussi que globalement la tactique donnée par Ruben Amorim ne reposait pas trop sur le pressing, à tort selon moi. Contre Brighton, là pour le coup, le fait qu'il soit un cran plus haut, c'était une bonne chose par moment, parce qu'il a récupéré quand même pas mal de ballons dans le dernier tiers adverse. Et une chose qu'on a vue sur ce match contre Brighton et qu'on n'a plus vu après, que j'ai trouvé ça dommage, c'est la position de Luke Shaw qui venait compenser au milieu de terrain quand Bruno Fernandes montait beaucoup trop. Et ça, on l'a pas vu contre Nottingham Forest ni contre Tottenham, ça c'était un peu dommage, parce qu'il n'a pas arrêté de monter dans ces matchs-là aussi. Mais là, pour le coup, contre Brighton, sur ce match-là, quand il est monté, il a quand même récupéré des ballons. Mais, encore une fois, regardez, en fin de match, Casemiro est sorti. Donc là, c'est à ce moment-là que Brighton a commencé à revenir. Et regardez Bruno Fernandes, son positionnement. Voilà, il il essaie de revenir le plus rapidement possible, mais c'est trop tard. Le ballon est déjà dans notre dernier tiers. Il est complètement en retard. Et il permet beaucoup trop de danger à cette équipe de Brighton. Et en plus de ça, il se jette sur la même action. Ouais, c'est la même action. Il se jette, il prend la feinte, il essaie de tacler, il se jette. Donc là, tu crées un déséquilibre énorme, tu crées le surnombre de Brighton, parce que toi, t'es complètement éliminé. Donc gros danger. Voilà, encore une fois, je vais pas m'étaler non plus trop longtemps sur chaque action, mais encore une fois, on peut voir que, encore une fois, il est en retard, en fin de match. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas Casemiro, au milieu de terrain, on était complètement à la ramasse. Et encore une fois, Brighton a apporté du danger. Mais encore une fois, c'est le paradoxe Bruno Fernandes, c'est qu'offensivement, on ne peut pas se passer de lui, et que grâce à son génie, sur le dernier but de Mbeumo, on permet de gagner 4 de ce match. Contre Nottingham Forest, encore une fois, regardez, il est tout en haut, regardez au milieu de terrain, il n'y a vraiment plus personne, il est tout en haut, et il est surpris, il lève les bras, en gros, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est trop compliqué. Et encore une fois ici, encore en retard, il laisse beaucoup trop d'espace dans son dos, donc ouais, c'est vraiment très compliqué sur l'aspect défensif. Donc quand je vous disais en début de vidéo que la vérité est au milieu, entre les pros et les anti-Bruno Fernandes, c'est que Bruno Fernandes, déjà il y a 2 versions de lui, il y a une version avec et sans Casemiro, il ne peut pas se passer d'un joueur équilibrant à côté de lui, et c'est aussi que offensivement on dépend encore beaucoup trop de lui, il est beaucoup trop précieux offensivement, sans lui la créativité de l'équipe baisse drastiquement, mais l'autre face de la pièce,
c'est que défensivement, il nous met plus en danger qu'autre chose. Par son indiscipline tactique, par son tempérament aussi parfois, où il boude beaucoup, il crie beaucoup sur ses coéquipiers, il parle beaucoup avec l'arbitre parfois aussi, donc il a un état d'esprit qui pour moi n'est pas fait pour jouer sur un poste défensif. Donc c'est pour ça que, pour moi, quand il y a Casemiro, ça me dérange pas de le mettre dans ce double pivot. Mais quand on sort Casemiro, moi ce que j'aimerais voir de la part de Ruben Amorim, c'est qu'on fasse une réorganisation tactique et qu'on essaye peut-être de le mettre un cran plus haut, je sais pas. Mais Bruno Fernandes sans Casemiro, ça nous met beaucoup, beaucoup trop en danger. Et ça souligne encore plus le fait qu'il faut absolument recruter l'été prochain au milieu de terrain. Parce que Casemiro, même s'il fait un bon début de saison, je pense qu'il faut s'en séparer. Et Bruno Fernandes, sur du long terme, je veux absolument pas le voir dans le double pivot, en tout cas à ce poste-là. Je pense que là, c'est une saison de transition, un petit peu. Ruben Amorim qui fait son premier mercato, qui n'a pas encore tout son effectif. Donc il bricole quand même encore un petit peu. C'est pour ça qu'on voit Bruno Fernandes ici. Mais quand on aura les joueurs pour, il faudra trouver une solution pour Bruno Fernandes. Soit s'en séparer, soit le faire jouer un cran plus haut. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de sa saison. Dites-moi, est-ce que vous pensez que finalement c'est une fausse bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Dites-moi tout ce que vous pensez de Bruno Fernandes dans les commentaires. Et sur ce, prenez soin de vous.